Compagnon trader, bonjour, quelles sont vos probabilités de succès? Savez-vous qu'il est possible de modéliser certaines choses en trading et dans la vie en général grâce aux mathématiques? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler d'équations, le but c'est de rendre accessible un sujet qui est relativement complexe. Aujourd'hui, on se parle de la loi normale, juste après le jingle. Alors, avant de partir sur le plan du jour, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si cette vidéo vous plaira. Également à laisser un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire, pour juste poser une question, juste écrire quelque chose, ou bien me suggérer encore mieux des idées de vidéos, ça me plaira beaucoup, puisque on arrive à la petite centaine de vidéos sur ma chaîne. Et également, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors on est parti pour le plan du jour. Premièrement, je vais vous introduire ce qu'est en fait la loi normale. Donc je vais vous l'expliquer en quelques mots, introduire le contexte. Ensuite on va regarder son application dans la vie de tous les jours, puisque la loi normale en fait c'est une loi qui est physique, c'est une loi qui est humaine, qui marche sur cette planète, et dont on trouve des applications dans bien des domaines. Troisièmement, on va se parler du trading, et j'y resterai un petit peu plus longtemps, parce que justement le monde de la finance utilise cette loi. Alors on va en parler et également montrer quelles sont les limites d'une telle loi en finance sur les marchés financiers. Quatrièmement, comment tirer parti de tout ce que nous aurons vu, quelles sont les conclusions à en tirer, et puis évidemment je ne l'ai pas mis là, mais on va faire un petit tour du côté du coin des nouvelles. C'est parti. Alors la loi normale, qu'est-ce que c'est? Il y a ce petit graphique, on va en parler très vite. En fait, c'est un modèle de distribution statistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une loi mathématique qui sert à déterminer en fait des probabilités. C'est ça qui nous intéresse, nous, êtres humains, c'est savoir prédire un petit peu l'avenir, hein. C'est pour ça que tout le monde regarde la météo, c'est pour ça qu'on regarde les prévisions des entreprises financières, etc. Et beaucoup de choses sont basées justement sur cette loi normale, donc c'est une loi de probabilité. Cette loi de probabilité, alors on pourrait rentrer dans des équations, des choses complexes pour vous écrire voilà, quelle est la formule, mais c'est pas le but du cours d'aujourd'hui, c'est vraiment un but pour vulgariser, c'est-à-dire simplifier ce qu'est cette loi normale. Et en fait, la conclusion de cette loi normale, eh bien, elle est représentée par cette courbe que vous avez ici, qui s'appelle la courbe en cloche, bon, parce que ça ressemble à une forme de cloche. Également, on l'appelle la courbe de Gauss. Cette courbe de Gauss, en fait, eh bien, elle donne la densité de probabilité d'un échantillon de valeurs. D'accord? J'en ai parlé, je crois, dans un des webinaires. Si vous prenez par exemple les notes d'une classe de 30 élèves, eh bien, vous allez avoir sur cet échantillon bien déterminé, donc c'est 30 personnes, 30 individus, une moyenne, un écart type et des probabilités. Et donc ces probabilités vont être représentables en fait sous cette forme, la forme d'une cloche. Alors on va en parler un petit peu plus. Moi je voulais juste vous donner une légère introduction. Donc c'est Galilée en fait au XVIIe siècle qui a introduit déjà, qui a découvert, hein, en quelque sorte, on n'invente pas des théorèmes, on les découvre, on découvre des lois humaines et on arrive des fois en fait à les modéliser sur une petite partie, donc avec plein de contraintes, on arrive à presque idéalement reproduire quelque chose de parfait. Galilée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que en jetant 3D, eh bien, plusieurs fois, donc il jette 3D, il note la somme de ces 3D, il refait ça des dizaines et des dizaines de fois, il a remarqué que la somme de ces 3D était souvent 10. Et donc quelque part, via l'expérience, sans même se poser de questions sur des équations mathématiques, eh bien, il a représenté finalement une loi normale, c'est-à-dire une loi gaussienne. Il a vu que en moyenne, ce qui retombe, c'est mon 10. Parfois, j'ai du 3, mais 3, ça voudrait dire que c'est une valeur extrême. Parfois, j'ai 6 fois 3, donc 18, ce sont mes valeurs extrêmes, mais c'est beaucoup plus rare. Donc en moyenne, vous aurez en fait un 10 qui sera là, vous aurez un 3 qui sera ici, et un 18 qui sera sur la droite. Et grâce à ça, vous allez pouvoir dire quelles sont vos probabilités d'obtenir telle ou telle valeur. Donc les travaux ont été constamment repris, améliorés, enrichis par divers mathématiciens. On peut citer Jacques Bernoulli, on peut citer également Abraham de Moivre, Laplace, qu'on connaît beaucoup mieux, et Gauss, plus contemporain. Et puis vous avez eu également d'autres mathématiciens, je citerai également Mandelbrot, qui a fait un énorme travail justement pour dénormaliser entre guillemets la loi normale, c'est-à-dire en la critiquant sur certains aspects, notamment ceux de la finance. Voilà donc quelques portraits, si ça vous intéresse évidemment, toute la littérature est sur Wikipédia et ailleurs.
avant d'aller plus loin dans la loi normale, je suis obligé de passer par la base. Donc je ne vais pas vous réexpliquer ce qu'est une moyenne arithmétique, je ne ferai pas cet affront-là, je pense qu'on a passé le niveau du primaire. Donc l'écart type, pour le définir, ça c'est important, on doit le savoir pour comprendre la loi normale. L'écart type, c'est la moyenne de l'écart à la moyenne. Alors ça, c'est un truc que je me souviens du lycée. Donc en fait, c'est la dispersion des valeurs d'un échantillon par rapport à la moyenne. Donc je prends toujours cet exemple en fait des notes d'une classe. Donc j'avais pris une classe de 30 élèves. Mettons la moyenne des copies, je sais pas, d'une épreuve de mathématiques, c'est 12 sur 20. Votre professeur vous dit, ben, l'écart type, c'est 2. Bah, avec cette valeur, en fait, qu'est-ce que ça veut dire 2 d'écart type sur une moyenne de 12 sur 20? Ça veut dire qu'en moyenne, les élèves ont eu soit 12, soit 12 plus 2, 14, soit 12 moins 2, 10 sur 20. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'échelonnage finalement des notes est entre 10 et 14. Voilà. S'il y avait eu un écart type de 5 avec une moyenne de 12, ça aurait voulu dire qu'on a eu des notes beaucoup plus basses, mais aussi des notes beaucoup plus hautes. Voilà, l'écart type, ça sert à savoir si grosso modo la masse de la classe a plutôt bien compris ou plutôt mal compris. Donc plus l'écart type est grand dans ce cas-là, et plus finalement les bonnes notes sont, la moyenne est drivée par des gens qui avaient de très très bonnes notes et tirée vers le bas par des gens qui avaient de très très mauvaises notes. Donc si je suis professeur de maths, moi je veux que ma moyenne soit 12 et un écart type de 0, c'est-à-dire le plus proche possible de ma moyenne. Donc voilà un petit peu pour la définition. Pour le calculer, alors bon, on va pas s'attarder là, mais pour le calculer, il vous faut la moyenne arithmétique, hein, c'est pour ça que j'en parlais. Il vous faut calculer l'écart à la moyenne de chacune des valeurs, hein, donc chacune des notes de chaque élève. Et ensuite, en fait, il faut essayer de moyenniser cet écart par rapport à la moyenne. Et en mathématiques, pour le moyenniser, eh bien, on va calculer le carré de chaque écart, le diviser par le nombre de valeurs et prendre la racine carrée de l'ensemble, et ça nous donnera en fait l'écart type. Donc nous, de toute façon, l'écart type, ça se calcule avec plein de logiciels, il n'y a pas besoin d'aller dans ce détail-là, même sous Excel, vous avez déjà des écarts types. Si vous avez Excel, donc ça s'appelle écart type, ou en anglais, donc standard deviation. Donc pas besoin de se casser la tête avec ça. À présent, on va se parler de cette loi de distribution des résultats. Une fois qu'on connaît l'écart type, eh bien, on peut utiliser la loi normale. Donc la loi normale, c'est cette courbe en cloche dont j'ai parlé déjà. Ça, juste pour l'exhaustivité, c'est la formule de cette courbe. C'est une fonction de x voilà, qui se détermine avec plein de choses dedans et qui nous donne à la fin donc une jolie courbe en cloche. Mais nous, en fait, on va regarder en fait ce que nous dit cette courbe en cloche, comment en fait on peut l'exploiter. Donc là, maintenant, je vais vous donner le résultat de cette loi normale. Il dit quoi? Ce résultat-là, il dit que 68%, ce sera toujours le même chiffre, 68% des observations sont comprises dans un intervalle de plus ou moins une fois l'écart type autour de la moyenne. 95% des observations sont comprises entre deux écarts types, plus ou moins, et donc 99,7% des observations sont comprises dans un intervalle de, c'est une erreur, donc c'est 3 écarts types autour de la moyenne. Donc on va reprendre notre exemple avec les notes des élèves. Hein. Donc j'ai une moyenne ici qui est 12 sur 20. Donc ici je marque 12 sur 20, c'est ma moyenne. Je sais que mon écart type, donc le professeur nous l'a donné, c'est un écart type, c'est 2 points. Donc 2 points sur 20, ça veut dire que mon premier écart type ici, donc j'aurai du 12 plus 2, 14. Ici j'aurai du 18, etc. Inversement, pour les notes en dessous de 12 sur 20, mon premier écart type c'est 12 moins 2, c'est 10. Ensuite 12 moins 4 c'est 8, etc. Donc en fait, la loi normale, on y arrive, eh bien 34 plus 34 ça fait bien 68. 68% de ma classe comprise entre donc 12 moins 2, 10, et 12 plus 2, 14. Voilà, entre 10 sur 20 et 14 sur 20, j'ai déjà 68% de la classe. C'est quand même un joli constat. 68%, c'est à peu près 2 tiers de la classe qui a une note au-dessus de la moyenne. Donc c'est déjà ça nous donne déjà en fait une information intéressante. Mais si on va jusqu'à 2 écarts types, donc 2 écarts types, comme mon écart type c'est 2 points, et bien 2 écarts types c'est 2 fois 2, 4. 12 plus 4 ça fait 16, et 12 moins 4 ça fait 8, et bien 95% de ma classe a eu des notes entre 8 et 16 sur 20. Et pareil, on peut le faire avec, donc là c'est une erreur, 3 écarts types. Donc 3 écarts types, ça va nous faire 6 points. 12 plus 6, ça fait donc 18. 12 moins 6, ça fait 6. Donc j'aurai 99,7% de mes élèves qui ont eu une note comprise entre 6 sur 20 et 18 sur 20. Donc ça me donne aucune information, donc, parce que bon, je peux dire aussi que 100% de mes élèves ont eu une note entre 0 et 20.
Par contre, vous voyez, donc là, cette information-là, elle est très intéressante, la première, par rapport à ma classe. À présent, on va se donner d'autres exemples de la vie de tous les jours pour que vous compreniez. Donc ça, c'est mon petit tableau de professeur, il est noir, je vais écrire en blanc dessus. Alors, on va regarder l'empan de la main. Donc l'empan de la main, si vous ne connaissez pas ce mot, moi je ne le connaissais pas avant d'avoir vu l'exemple dans la littérature, eh bien, c'est la distance entre ce doigt et ce doigt. Donc l'application de la loi normale, eh bien, c'est la mesure de l'empan de la main de tous les êtres humains sur cette planète. Et deuxièmement, on peut regarder le salaire annuel des employés d'une société lambda. Donc comment finalement ça marche au niveau de la loi normale? On va commencer par l'empan de la main. Alors, si on se parle donc de la loi normale pour l'empan de la main, donc je vais me faire un petit carré ici et je vais tracer ça avec la couleur blanche. Alors, je vais dessiner un axe, voilà. Et je vais mettre sur cet axe, en fait, au milieu, la moyenne de l'empan d'une main d'homme. Donc, je ne sais pas, hein, mais a priori, ça doit faire quelque chose comme une douzaine de centimètres. 12 cm. Voilà. Et ensuite, je vais tracer donc à main levée ce que serait la courbe de Gauss pour l'empan de la main. Donc ça serait quelque chose comme ça. Ça montrait, hop. J'essaie de m'appliquer. Voilà. Donc voilà la distribution des valeurs de l'empan de la main de n'importe quel homme. Ça serait quelque chose de cet ordre-là. La moyenne, c'est 12. Ce qui sera intéressant de voir là, du coup, avec cette application, c'est que la plupart des humains auront un empan qui va être compris entre, vous voyez, donc moins 1 écart type et plus 1 écart type. D'accord? Alors, il faudrait voir l'écart type, je ne le connais pas, hein, mais mettons, si l'écart type c'est 1 cm, eh bien, vous allez avoir 68% de la population mondiale, donc 2 tiers de la population, va avoir un empan compris entre 10 cm et donc 14 cm. Vous pouvez également prolonger jusqu'à 2 écarts types. Voilà, donc 2 écarts types. Donc mettons si c'est toujours 2 cm, eh bien, même exemple, ça veut dire 95% de la population va avoir en fait un empan compris entre 8 cm et 16 cm. Donc à présent, on va regarder le deuxième exemple, alors qui est plutôt un contre-exemple pour le coup. Alors, on va dessiner l'axe. Donc là, c'est le salaire annuel des employés d'une société lambda. On va imaginer que le salaire moyen, c'est, je ne sais pas, allez, 25 000 euros. Voilà. Et puis, on va dessiner la courbe de distribution des salaires. Alors forcément, cette courbe-là, elle ne pourrait pas partir de très très loin en arrière, puisque vous avez forcément une personne ou un groupe de personnes qui a un salaire minimum qui est déjà défini. Donc on va partir d'ici. Voilà. Et donc la courbe, elle ressemblerait à ça. Donc on arrive à un top. Le top, c'est le salaire médian. Et puis, vous n'avez pas forcément une égalité entre tous les employés d'une société. C'est normal, hein, les compétences sont différentes, les besoins sont différents, et donc forcément les salaires sont différents. Donc vous n'avez pas de symétrie. De l'autre côté du 25 000, ceux qui vont toucher plus d'argent, vous avez des populations de cadres supérieurs, etc., de hauts spécialistes, et puis ça redescendrait très, très probablement comme ça. Et puis on peut imaginer que vous avez aussi les cadres dirigeants, donc eux, hop, aussi, ils ont leur salaire, et donc ça ferait une petite cloche comme ceci. Donc là, en fait, on n'est pas vraiment dans une loi normale, on ne pourrait pas utiliser les propriétés d'une loi normale, ou en tout cas pas simplement, pour déterminer des salaires à base de est-ce qu'il y a un écart type, 2 écarts types. Ou alors il faudrait vraiment prendre des personnes qui sont un échantillon qui est homogène, donc vous allez voir une population d'ingénieurs de temps d'expérience, alors voilà, vous allez avoir une répartition des salaires d'une telle façon. Mais voilà, donc là si on prend l'énoncé comme ceci, on n'est pas du coup dans un cas de loi normale. À présent, on va se parler d'applications en trading. Il y a plein d'applications qui sont possibles. On va se parler en premier lieu des bandes de Bollinger. Alors les bandes de Bollinger, vous voyez, j'ai un actif, je vais les enlever et les rajouter de nouveau. Alors altitude, contrôle gauche, voilà. Donc je vous ai mis un actif, cette fois-ci j'utilise des couleurs qui sont moins problématiques pour les gens qui sont daltoniens. Donc les hausses sont représentées par des bougies bleues et les baisses des bougies rouges.
Ici, vous avez un actif, il est en 8 minutes, normal, hein, on est dans le monde des scalpers, et je vais vous montrer en fait une application de la loi normale des écarts types via en fait les bandes de Bollinger, puisque les bandes de Bollinger c'est vraiment que ça. Pour ce faire, eh bien, je vais rajouter les bandes de Bollinger, je vais faire un clic gauche en bas. Je vais ensuite venir taper Bollinger comme ceci, et en cliquant sur Bollinger, vous avez d'ailleurs en fait le rappel de la définition, et c'est vraiment tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous faites ajouter. Les bandes de Bollinger, c'est quoi? Eh bien, c'est l'écart type du prix sur un nombre de périodes définies. Donc on va prendre ici, c'est 20 périodes, et vous avez en fait deux écarts types. Si vous vous souvenez bien, l'écart type, je vous donnais en fait des valeurs là pour des notes d'une classe de 2, de 3, etc. Donc là, le prix, vous avez deux écarts types, ça veut dire vous avez 95% de chances que le prix évolue entre l'enveloppe supérieure et l'enveloppe inférieure. Mais vous pouvez changer cet écart type là, hein, c'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous passez cet écart type à 3, alors vous passez à 99,7%. Vous voyez, donc les bandes s'élargissent, et donc vous allez avoir des cas vraiment très rares, enfin très rares. Ça veut dire que dans moins d'une bougie sur 100, vous allez avoir un dépassement. Mais voilà, donc là, si vous le réglez par exemple à deux écarts types, c'est déjà 95%. Voilà, en fait, un exemple d'application, et donc vous pouvez partir du principe que la loi normale en fait prévoit un retour à la moyenne du prix. La moyenne elle est représentée ici, c'est une moyenne mobile 20 périodes, c'est ce qui était indiqué là, donc nombre de périodes de la moyenne mobile. Et donc en fait, les bandes de Bollinger jouent sur la loi normale en disant que s'il y a un dépassement, une extrémité, alors il y a beaucoup de chances en fait qu'on revienne vers la normale, c'est-à-dire vers la moyenne. Un deuxième cas d'application, prenez un opérateur de trading, c'est-à-dire vous, ou alors en fait un opérateur de trading qui ferait toujours la même chose, c'est-à-dire que ce serait quelque chose de relativement constant, il a des règles qui sont fixes, il opère toujours d'une seule façon et il ne se trompe jamais dans l'application de sa procédure. Donc typiquement en fait c'est un robot, donc un robot c'est le meilleur des exemples possibles. Et bien le robot, sur une tranche de temps, mettons on va prendre une année, il va avoir un certain écart type, d'accord? Donc ça veut dire que la distribution totale des résultats qu'il aura eu, les gains comme les pertes, eh bien normalement ProRateTime est capable de vous donner quel est l'écart type des gains et des pertes. Vous allez avoir en fait une moyenne de trade, mettons si le trade moyen c'est 50 euros, vous allez avoir un écart type, peut-être que l'écart type c'est 300 euros, c'est-à-dire que en moyenne il gagne 100 euros, mais par à coup de 300 en hausse et 300 en baisse. Donc ça c'est un exemple d'écart type. Si vous prenez donc deux écarts types, eh bien la distribution totale des gains, vous avez 95% des chances que vous ne fassiez pas plus que deux écarts types en gain ou deux écarts types en baisse, s'il n'y a pas de money management qui vient se rajouter à ça. Là on prend vraiment un cas idéal. Alors maintenant on va un petit peu se parler de limites de cette loi normale, parce qu'en fait cette loi normale là, elle fonctionne bien quand on est dans des conditions de marché de type range. C'est-à-dire que si on sort de ce range, et si on a un marché qui est très directionnel, eh bien la loi normale est invalidée. Tout simplement, ça ne fonctionne plus du tout. Vous pouvez avoir des situations où le prix monte, n'arrête pas de monter, et où en fait il va passer plus de temps à l'extérieur des bandes de Bollinger, par exemple, qu'à l'intérieur, qu'à osciller autour de sa moyenne mobile. Donc ça, c'est des choses qui sont très classiques, par exemple dans le monde de la crypto-monnaie, voire même dans le monde des indices ou du forex à certains moments. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la bourse. Il suffit de regarder sur ces 10 dernières années combien on a eu de cracks. Est-ce que ces cracks en fait ont respecté la loi normale? Évidemment que non. En fait, ils arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, en fait, que ne le laisse penser cette loi normale, et c'est dramatique parce que beaucoup d'entreprises de la finance utilisent encore aujourd'hui cette loi normale. Si on regarde en fait le hedge fund LTCM en 98 qui a fait semi-faillite, en gros ils ont perdu 5 milliards de dollars vraiment en quelques jours, ils ont débloqué les positions. C'est un hedge fund qui a été dissolu petit à petit jusque dans les années 2000. Et allez voir en fait l'histoire de LTCM, mais c'est un hedge fund qui a été fondé par deux ex-prix Nobel. Il y avait des banques centrales qui étaient dedans aussi, dans le coup, qui supportaient l'initiative, et tout était basé en fait sur cette loi normale. Et donc, si on regarde, je crois que j'ai mis une petite courbe. Vous voyez, donc là, le DJIA, c'est le Dow Jones. Vous avez en bleu
LTCM. Et donc vous voyez la surperformance de LTCM, et puis un beau jour ça marche plus. Et donc le tsunami passe par là, et donc ils ont perdu, donc c'est ça, 90%. Enfin bon, bref, faites l'aventure pour eux s'est arrêtée ici. Alors pourquoi la loi normale ne s'applique-t-elle pas au marché financier? Eh bien, tout simplement, la loi normale, c'est pas qu'elle est fausse, elle est juste. Par contre, elle s'applique à des phénomènes qui sont physiques, je l'ai dit au début, c'est-à-dire sur des éléments statistiques qui sont indépendants les uns des autres. Quand je vous parle de la taille, par exemple, de Pierre, Paul ou Jacques, eh bien, ce sont des éléments qui sont indépendants. Moi, je mesure 1,90 m, Paul, il mesure 1,60 m, Jacques mesure 1,70 m. On ne s'influence pas les uns les autres par rapport à cette taille. En revanche, pour la bourse, c'est différent. C'est différent parce qu'il y a un phénomène de mimétisme. Si un titre monte, eh bien, ça peut impacter en fait, par effet boule de neige, d'autres titres qui peuvent monter également, d'autres investisseurs qui vont rajouter à cette bulle. Et le phénomène de bulle, typiquement, c'est un phénomène qui est anti-loi normale. On sort finalement de tout standard, c'est-à-dire que quand une bulle se crée, c'est super exagéré. Quand il y a un crack, c'est super exagéré également. Et donc, vous pouvez me poser la question, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi normale si elle n'est pas applicable? Eh bien, surtout en fait, apprendre à gérer les incertitudes. La loi normale, de toute façon, c'est de la culture financière, de la culture boursière. Je pense que c'est vraiment important de l'avoir en tête, et savoir qu'on a des incertitudes qui peuvent arriver sur les marchés beaucoup plus forts et beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Et cela, en fait, nous joue toujours des tours, des surprises, parce qu'on a un esprit, nous, êtres humains, qui est plus à l'aise avec des schémas déterministes. S'il y a eu A, B, alors il y aura C, etc. On fonctionne beaucoup comme ça. C'est une façon, en fait, la façon la plus optimale pour notre cerveau de réfléchir. Et donc, on fait souvent des prévisions déterministes basées sur l'expérience. Par contre, attention, la bourse ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne très souvent, c'est la loi de Pareto, 80% des plus grands mouvements qui se sont faits sur un petit court espace de temps, et puis le reste du temps, ça varie pas beaucoup. Si ce sujet vous intéresse, je vous encourage très fortement à lire du Nassim Taleb qui a écrit 2 superbes bouquins sur ça, justement, le signe noir, Black Swan et Antifragile. Deuxièmement, on peut utiliser cette loi normale déjà pour trader du bon côté de la probabilité. Ça veut dire bien savoir déjà lire un graphique, ça veut dire lire son marché avant de trader, regarder en fait les probabilités, voir où est la tendance. Pour analyser un marché, de toute façon, c'est des choses que moi j'explique dans les ateliers privés, donc si vous avez un doute, allez voir sur le site. Dans tous les cas, soyez, pour résumer, souple et flexible dans votre trading, c'est-à-dire que, comme je le dis très souvent, le trader, c'est celui qui a un crayon avec une petite gomme au bout. Des fois, il a raison, des fois, il a tort, et il n'hésite pas à utiliser sa petite gomme, justement, pour changer d'avis. Alors, le coin des nouvelles, alors à l'heure où vous me regardez, je suis en fait dans le sud de la Russie pour une petite semaine de vacances, peut-être les dernières là, de cet été en Russie, donc on migre vers le sud pour avoir un peu plus de chaleur. Sinon, donc, les nouvelles n'ont pas changé depuis la semaine dernière. La V2 du robot va bientôt sortir. Comme je l'ai dit, je le répète, plus de stabilité, plus de rapidité dans l'exécution du backtest. Réduction du temps en position, donc en fait on est moins exposé au marché, moins exposé donc au Black Swan, au signe noir, aux tempêtes, plus de confort, plus de paramètres changeables par vous-même pour les utilisateurs un peu plus avancés. Donc moi j'ai déjà enregistré la vidéo qui permet, enfin qui explique pour les possesseurs de la V1 et les futurs possesseurs de la V2, qui explique comment elle marche. Également, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter du samedi. Celle-ci va paraître. Je la prépare du coup avec un petit peu d'avance. Comme d'habitude, vous avez un sujet un petit peu nouveau chaque semaine, plus l'analyse des graphiques. J'en reste là. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez bien affûtés sur les marchés. Ciao!